parti pour enregistrement. Allez. Direct en jeu, la radio insolite, bonjour à tous et bienvenue. Je suis avec une personne formidable, admirable et qui est complètement passionnée pour une émission très spéciale. Déjà, je voulais vous saluer. Vous savez que Direct en jeu, la radio insolite a installé ses quartiers d'été à Aix-les-Bains et je suis à Chana. Chana, c'est un petit village à 20 km d'Aix-les-Bains et c'est carrément... je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Si vous avez été à Venise, si vous avez été à Colmar, eh ben j'ai l'impression d'être en même temps à Venise, à Colmar, et pourtant je suis à Chana. Donc un petit village tout à fait adorable avec Christophe Dudouny. Alors vous devez vous rappeler combien Christophe, il y a 3 semaines, puisque quand on a réalisé une interview, là il n'y a pas eu de problème, on a pu faire. Et puis quand je suis monté sur le bateau et que je vous ai fait 8 minutes d'images assez merveilleuses, on m'entendait sans problème, mais Christophe il avait une toute petite voix, on avait du mal à l'entendre. Donc je tiens à remercier le Douny. On va retrouver d'ailleurs monsieur le maire de Chana à 19h en direct sur Direct en jeu la radio insolite. On va surtout aussi parler avec Christophe des festivités, des réjouissances à partir du jeudi 16 juillet, puisque tous les jeudis soirs à 19h, ce sera le rendez-vous que je vous donnerai en direct de Chana avec de la musique, mais alors de la musique, 3 petits points, insolite. Pour l'insolite aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui va nous parler de choses qu'elle connaît bien et puis même d'autres choses, parce qu'elle défend ses valeurs, elle défend sa passion, elle défend aussi son métier passion. Et puis, elle sait aussi ne pas faire que de le défendre, elle sait aussi nous faire découvrir plein de choses assez conséquentes. Et moi, je suis très très fier, depuis un petit moment déjà, de retrouver Christy du collectif Bas les Masques. Bonjour Christy, es-tu là ? Oui Alain, je suis là, oui. Merveilleux. Christy, pour commencer, tu vas me chanter une petite chanson pour mettre un peu d'ambiance musicale ? Oui, tu veux que je te chante quoi ? Ça ira. Ça se voit que le 14 juillet, il se prépare, il n'y a pas de problème. Mais oui, parce que je suis en train de préparer effectivement le 14 juillet, oui. Je chante très mal, je couds beaucoup mieux que je ne chante. Oui, mais alors, très honnêtement, ça pourrait m'arranger que tu chantes mal, tu sais pourquoi ? Non. Parce que moi, donc j'ai dit que j'installais les quartiers d'été à Aix-les-Bains en pensant que j'allais être au frais. Le thermomètre de la moto indiquait 36 degrés tout à l'heure. Alors je ne sais pas de ton côté, quelle température tu as, mais alors c'est un gros délire à ce niveau-là en ce moment. 36 degrés à Aix-les-Bains, j'ai dû me prendre 4 douches et me baigner 3 fois dans le lac du Bourget, rien qu'aujourd'hui. L'été sera chaud, on avait vu. L'été sera chaud, c'est une chanson aussi. Oui, on aurait pu faire ça. Mais est-ce qu'on est vraiment là pour parler de ça ? Ça veut dire, Alain, arrête de dire des bêtises et maintenant on attaque sérieusement. Bon, Christy, déjà, première question pour rappeler aux auditeurs, qui es-tu ? C'est le plus important. Alors bonjour, je suis Christy, je suis costumière de spectacle et de scène. Donc j'ai cofondé le collectif Bas les Masques et je suis leur porte-parole. D'accord, on dirait même que tu es la présidente quasiment. Alors ça viendra plus tard quand on deviendra une association, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la discussion. Parfait. Donc tu m'as dit que tu étais costumière. Oui. Donc costumière, c'est faire des costumes. Oui, c'est-à-dire habiller des acteurs de théâtre, de cinéma. C'est aussi prendre des commandes de particuliers qui souhaitent avoir des tenues particulières pour des événements, des reconstitutions historiques, ce genre de choses. Oui. C'est du vêtement particulier. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce métier-là ? Parce que je suppose que la première chose, c'est la couture, et puis le deuxième temps, c'est la création de mode, et puis le troisième temps, c'est 3 petits points. Comment on arrive à faire ce métier-là ? Déjà, il faut en avoir envie. Il faut avoir la passion du vêtement, du textile. Il faut avoir la passion aussi du théâtre et du cinéma, on va pas se mentir. Moi, je suis très cinéphile en plus, donc dans les films, je regarde beaucoup plus les costumes que les actions. C'est terrible. Voilà. Donc, effectivement, costumière, c'est un métier spécifique des métiers du textile et du vêtement et de la mode. D'accord. Est-ce que le premier métier, c'est d'être costumière ou c'est d'être couturière ? Pardon ? Est-ce que le premier métier, c'est d'être costumière ou d'être couturière ?
En l'occurrence, je suis les deux, puisque mon métier de base c'est costumière, mais je suis couturière, puisque avant tout j'ai appris à coudre. Et donc je fais partie du collectif des couturières de Ballet Masque. Peu importe la provenance des couturières, que ce soit costumière, retoucheuse, créatrice, intermittente, ça regroupe un peu tous ces métiers-là. La couture, c'est très général en fait. D'accord. On peut parler quelques instants du collectif Ballet Masque pour voir ce que c'est, puis après on va revenir un peu sur le métier de couturière. Oui, alors en fait, le collectif s'est créé fin avril, donc pendant le confinement. Avec mes consoeurs et certaines collègues, on a été complètement effarés, hallucinés par le fait que les soignants n'étaient pas équipés de masques notamment et de blouses. Donc nous, on savait faire, on avait le matériel, on avait du tissu, on en a collecté, on s'est organisé, on a trouvé des patrons et on s'est organisé pour parfois livrer les hôpitaux ou les gens qu'on connaissait qui pouvaient les apporter. Donc pour les protéger avant tout parce que ce sont quand même eux les héros de la crise sanitaire. Il fallait absolument qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Donc nous, on a participé à ça. Le problème, c'est que au bout d'un mois, il y a eu des abus en fait, des sollicitations constantes, des injonctions de faire, du démarchage des couturières pour en faire des quantités, on va dire astronomiques. Il s'agissait plus simplement d'aider, il s'agissait de produire. Et ça, c'était pas du tout l'idée de notre élan spontané de bénévolat du départ, en fait. Donc, on s'est regroupés dans un collectif et on essaye de trouver des solutions déjà pour obtenir déjà réparation et compensation de nos heures de travail, parce que l'air de rien, on en a fait beaucoup. Et aussi pour éviter que ça se reproduise, mettre en place des choses, notamment au niveau juridique, législatif, essayer de faire les choses bien et de créer une association justement pour regrouper tous ces couturiers, toutes ces couturières qui pourront avoir un point de contact pour des échanges, centraliser des commandes, avoir des conseils, voilà ce genre de choses. Donc c'est parti de quelques personnes et puis ça va peut-être arriver à être une entité, un organisme qui pourra compter, on va dire, peser dans le game. Carrément, c'est vraiment l'objectif de se dire, de donner des lettres de noblesse, comment dire, à toute cette implication durant le confinement, mais aussi par rapport à ce métier. Alors moi je t'entends très mal là de mon côté. Je te disais, c'est aussi donner des lettres de noblesse à ce métier. Ah oui, parce que c'est un métier noble, c'est un très beau métier, on aime notre métier, on le défend et on veut que ce métier retrouve ses lettres de noblesse et sa, je dirais, pas son charme, mais toute sa splendeur, parce que moi je connais très peu de gens dans la rue qui sont tout nus, donc forcément quelqu'un confectionne les vêtements, on va pas se mentir. D'accord. Alors tu vas me demander c'est quoi les couturières, comment ça se fait? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ce serait une bonne idée que je te pose la question? De qu'est-ce que font les couturières? Bah oui. Les couturières, ce sont des personnes... Eh bien, tu sais quoi? Tu me réponds juste après, on fait une petite pause musicale. Ah d'accord, très bien, pas de souci. Et ben voilà, c'était une toute petite pause musicale qu'on s'est fait pour se faire plaisir. Tu es toujours là, Christy? Oui, je suis toujours là. Tu as été prendre un verre, tu as été te réchauffer, te refroidir, tu t'es détendu?
Exactement. Tu as été te rafraîchir, prendre un verre d'eau? Oui, entre autres, oui. Parfait. Alors, justement, la question qui vient maintenant, c'est quoi une couturière? C'est quoi son métier? Alors, une couturière, son métier, en fait, c'est une personne qui crée des vêtements, des accessoires, qui peut produire en petite ou en grande quantité. Alors, ça va être soit sur commande, soit sur mesure, soit faire du prêt-à-porter. Elle peut être dans un petit magasin ou même dans un grand magasin. Elle peut être indépendante et travailler à domicile. Voilà. Les couturières que je représente sont celles-ci. Maintenant, une couturière, ça peut aussi être une ouvrière dans un atelier de confection et qui produit des éléments textiles de façon industrielle. Ça aussi, ce sont des couturières. Dis-moi, c'est un métier qui est très très ancien, si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, oui. Alors, si tu veux qu'on parle de l'histoire de la couture et du costume, on n'est pas arrivé. Alors, je vais te faire un résumé. Alors, donc, il faut savoir que, bon, depuis même pas l'Antiquité, mais depuis la préhistoire, les hommes, pour se vêtir, ils taillaient des sortes d'aiguilles dans des os d'animaux pour joindre les peaux de bêtes pour pouvoir se couvrir. Donc tu vois, c'est extrêmement ancien. Ensuite, les techniques ont un peu évolué quand même. C'est-à-dire qu'on a une évolution du vêtement. Au départ, le vêtement tenait par des lacets, des rubans, etc. Puis il y a eu l'invention du bouton, de la fermeture éclair. Voilà. Donc on va dire qu'il y a une période qui va du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, où c'était essentiellement du travail artisanal à la main. Et donc, c'était du travail qui prenait du temps. Il fallait avoir beaucoup de compétences, de patience, voilà. Et puis un jour, on a inventé la machine à coudre. Donc ça, c'était la grosse révolution du 19e siècle. Révolution industrielle. Ah oui, la révolution industrielle. Et il me semble, si j'ai pas de bêtises, que la première machine à coudre, elle a été primée à l'exposition universelle comme nouvelle invention. Mm-hmm. Voilà. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, tout compte fait. Hein. Ben non, il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était couture à la main. Ouais. Et bravo, hein, parce que je peux y aller avec les questions gentilles? Oui, je t'en prie. Est-ce qu'une couturière qui coud à la main, c'est aussi une couturière qui coud à la machine à coudre? C'est pas le même métier, c'est pas la même chose? Alors, c'est pas la même chose, mais c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, bien sûr, cousent à la machine parce que d'une part, ça va plus vite, c'est plus pratique. Il faut savoir que la couture à la main, c'est extrêmement long. Il faut être minutieux, il faut être patient, il faut avoir de bons yeux aussi. Je connais notamment quelques brodeuses qui font un contrôle de leur vision tous les ans, parce que tous les ans, on la vue baisse. Donc il faut de la minutie, de la patience, il faut la passion de le faire. Parce que sans passion, sans envie, ni à la main ni à la machine, on peut y arriver. Hein. Donc voilà. Si ce n'est que, bon, à la machine, il faut bien maîtriser le fonctionnement aussi de la machine. Il y a différents types de machines. Il faut bien les connaître et après, ça va tout seul. Mais en général, la couture à la main, ça demande quand même d'être méticuleux. Ça peut être très long. Les créations main sont très très longues. Par contre, le résultat, il est extraordinaire, le plus souvent exempt de défauts. Voilà. On voit la différence entre la couture main et machine. Qu'est-ce qui peut expliquer d'avoir envie de rentrer dans ce métier? Comment je suis entrée dans ce métier? Non, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ce métier-là? Alors, il y a beaucoup de raisons. Moi, je sais que pour mon cas personnel, maman faisait de la couture, hein, donc moi, j'avais le nez dessus quand j'étais petite et j'ai eu envie d'essayer. Et voilà, c'est parti comme ça. Ça peut être, entre guillemets, une révélation à l'occasion d'une exposition, par exemple, de costumes ou autre. Ça peut être à l'occasion d'un défilé de mode. Ça peut être tout simplement une inspiration soudaine. Tiens, j'ai envie d'essayer, pourquoi pas. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas de déclencheur particulier pour avoir envie de coudre.
tout le monde peut coudre finalement. D'accord. Et toi? Et moi, Oui. et moi, eh bien moi je couds à la main, et je couds à la machine, je fais de la broderie, voilà, donc pour mes costumes évidemment. Et plus récemment, j'ai un peu laissé ça de côté pour m'occuper d'une production de masques. Ça y est, Tout j'ai à fait. lâché le mot. J'ai lâché le mot, les masques, le scandale des masques, voilà. Oui, non, enfin, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles on peut tomber dans la couture. On dit toujours on est tombé dedans quand on était petit. Ça peut être vrai ou pas. Par contre, on a constaté qu'il y a énormément de personnes qui se sont mises à la couture pendant la pénurie de masques, qui n'avaient pas forcément la vocation ou l'envie ou quoi, mais qui s'y sont mises justement parce que, oui, il y avait besoin, donc est-ce que je peux faire si je peux faire, je fais. Si je sais pas faire, je peux encore apprendre. C'est très divers en fait les voies d'accès comme ça à la couture en général. Je suis en train de rigoler parce que j'ose pas poser une question, mais je t'en ai parlé, mais je prends ce... Tu me raccroches pas, hein, c'est promis, hein. Ça dépend. Tu me payes Ce- combien pour que je raccroche pas? Dis-moi, il y a un temps certain, à l'école, il y avait des cours de couture pour les jeunes filles. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Ok, c'est ça la question? Oui, Tu veux parler de ce qu'on appelait l'école ménagère? mais non, mais attends, puisqu'on est un peu dans l'historique et on va parler après des masques justement, c'est-à-dire des travaux Ouais. manuels, parce que quelque part, on avait aussi Travaux des travaux, manuels, oui. on avait des travaux Oui, tout à manuels. fait. Mais je me rappelle qu'à Oui, une tout à certaine fait. époque, alors je sais pas si c'était entre les deux guerres ou si c'était après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait des cours de couture. C'était important Oui, pour tout une à jeune fait. fille d'apprendre à coudre. Excuse-moi, c'est Il y avait en fait le truc, c'est qu'il y avait des écoles de filles et de garçons. C'est que dans les années 70 que les écoles sont devenues mixtes. Donc les écoles de garçons, comme on peut se l'imaginer, avaient des cours évidemment académiques, toutes les matières qu'on continue à apprendre aujourd'hui. Et dans les écoles de filles, il y avait autre chose. Il y avait, c'est très drôle. Il y avait la cuisine, le ménage, les soins aux enfants. La couture, effectivement. Et tout ça, c'était dans le but de former les jeunes filles à être de bonnes épouses au foyer. Alors là, tu as touché ma fibre féministe, et que, je t'en remercie. que le temps a changé, dis donc, hein. Et le temps, heureusement, a changé. Malheureusement, les mentalités un peu moins, et on a encore du mal à faire accepter que la couture, c'est mixte, que ce n'est pas un sous-métier. C'est une profession à part entière et qui est faite par à la fois des femmes et des hommes et que c'est un très beau métier. Ouais. En fait, comment dire, la première fois que je me rappelle, je t'avais contacté, je t'avais dit, d'une couturière, ça fait que des ourlets. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est quasiment... Oui, vas-y. Oui, on fait des ourlets, oui. Je sais que tu adores mes questions, puis je suis sûr que les auditeurs les adorent aussi, donc c'est pour ça que je me le dis. Oui, mais je sais que tu essayes à chaque fois de me piéger, à chaque fois j'explique. Mais jamais de la vie. Eh ouais. Non mais c'est un petit jeu tous les deux. Quoi te dire oui, on fait des ourlets, mais on fait pas que ça. Tu vois, on fait de la création. On fait du travail sur mesure, on fait de la création, on fait. Il y a des grands couturiers qui sont des designers. Voilà. On fait des ourlets si c'est nécessaire. Moi perso, quand j'ai un pantalon trop long, je le raccourcis évidemment, c'est plus pratique pour moi. Bah non, tu peux en racheter. Non, t'en rachètes un autre plus court. Non, je préfère pas parce que déjà c'est plus éco-responsable de faire ça comme ça et je préfère parce que c'est fait par quelqu'un qui est professionnel et qui sait bien le faire, pardon. Mais les personnes chez elles aussi peuvent très bien réparer leurs vêtements, les transformer, crier leurs vêtements, il n'y a aucun souci. Tout le monde peut faire de la couture finalement à des degrés divers. Mais c'est accessible à tout le monde. Bien, moi je connais une couturière réputée quasiment dans toute la galaxie, dans toute la planète, elle s'appelle Christy Belay. Mais y a-t-il d'autres personnes qui sont connues sur la planète? Oh, t'es taquin. Tu
tu veux que je te parle plutôt des gens célèbres plutôt, c'est ça? Bah, est-ce qu'il y en a en dehors de toi? Ah bah en dehors de moi, oui, mais alors moi je suis tout en bas de l'échelle. Hein. Alors tout en haut de l'échelle, allez, je vais parler des femmes parce qu'elles le méritent bien. Pour moi, tout en haut de l'échelle, il y a Coco Chanel, Ah oui. Mademoiselle Chanel, hein, évidemment. Moi j'adore cette femme. J'ai vraiment beaucoup de respect pour elle, son style, sa personnalité. D'ailleurs, il y avait eu un film qui avait été fait sur Coco et Exact. j'ai trouvé extraordinaire. Ensuite, moi, je mettrais Mary Grant, une Anglaise, qui, elle, a inventé la mini-jupe. Donc, tu vois, c'est une révolution, la mini-jupe. La quoi, là? Mini-jupe? La mini-jupe. C'est-à-dire que tu c'est prends quoi, une jupe et tu la coupes au-dessus du genou. Ah, carrément. Voilà. Ouais, elle a inventé ça. Elle a lancé cette mode-là et c'était terrible, quoi. C'était incroyable, une vraie révolution dans la mode, quoi. Après qu'il y a Vivienne Westwood, Westwood aussi une Anglaise indéboulonnable, enfin tu vois quoi, elle est toujours là, toujours des idées, des machins. En France on a qui? On a Chantal Thomas, Lolita Lempicka, Nina Ricci. Ah non, elle fait des... Oublie, hein. Non, Nina Ricci, elle fait des parfums, elle. Elle fait de la mode. Non mais elles font un peu toutes du parfum aussi, tu vois, Chanel c'est du parfum aussi, je veux dire après ça commence avec la couture et puis ça finit en produits dérivés, hein. Ouais. Et why not, hein. Moi perso j'ai pas les moyens de m'offrir un tailleur Chanel, mais je peux éventuellement avec les économies d'une année m'offrir un numéro 5, tu vois. Ah, carrément. Ouais. Voilà. Alors ça c'était pour les femmes parce qu'elles le valent bien. Ouais. Du côté des hommes, ils sont évidemment mondialement connus, les Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Luc Gaultier, qui c'est qu'on a, Calvin Klein, Karl Lagerfeld. J'ai une grande tendresse pour Karl Lagerfeld. J'adore son style, j'adore sa personne. Enfin voilà. Alors mais tous ces couturiers, enfin créateurs, designers. Oui, parce que si tu veux, excuse-moi, dans les noms que tu me donnes, j'ai l'impression que ce sont plus des créateurs de mode, des designers. Oui. Célèbres, tu m'as demandé des gens célèbres. Oui, non, mais tout à fait. Mais est-ce qu'ils faisaient ou est-ce qu'ils font eux-mêmes? Alors, déjà, oui, mais ils ont toutes des équipes pour travailler avec eux. Mais l'idée, en fait, c'est que ces personnes-là, ce sont des personnes qui créent leur propre design, leur propre concept, leur marque, en fait, leur patte. Et bien sûr qu'ils le font pas à grande échelle. Donc c'est pour ça la haute couture, c'est pas pour tout le monde. C'est du luxe. Ça coûte cher et on voit bien avec la Fashion Week, ces choses-là, c'est de la mode, ils définissent des tendances, ces concepts qui créent, ils leur sont propres, tu vois. Donc oui, ça c'est la haute couture, mais il y a couture dans le mot quand même, hein. Oui, mais alors moi qui suis actuellement en Savoie, si tu fais la différence entre la Savoie et la Haute-Savoie, attention là, c'est chaud de chez chaud. C'est quoi la différence entre couture et haute couture justement? Mais on peut pas décemment se dire couturier de haute couture si on ne propose pas quelque chose d'un niveau, tu vois, de luxe. C'est ce que je pense et je pense qu'on ne contredira pas là-dessus. On peut, bien sûr, il y a des couturières créateurs qui font des choses extraordinaires, mais la célébrité, c'est d'un niveau vraiment supérieur à ce que nous on peut faire régulièrement dans notre quotidien. Après, ça n'empêche pas quelqu'un qui a commencé, qui est tombé dedans quand il était petit. Je pense à quelques créateurs comme ça, à devenir extrêmement célèbres parce qu'ils ont inventé quelque chose, ils ont proposé un truc nouveau, ils ont défini une mode, une tendance, tu vois. Donc, il y a plusieurs niveaux dans la couture, évidemment. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler d'une part des masques qui ont été réalisés depuis début mars. Et puis on va parler aussi d'un nouveau projet que tu as. Je crois que tu veux ouvrir un musée. Dans quelques instants, on se retrouve. Ouais, ça marche.
Allez, on trouve Christy maintenant, toujours en direct de Chana, au niveau d'Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes. Direct en jeu, la radio insolite qui s'est déportée, qui s'est installée tranquillement pour tout l'été dans ce coin merveilleux. Alors, Christy, maintenant on va parler de choses sérieuses. Est-ce qu'on commence à parler des masques ? Déjà, je t'entends pas très bien. C'est normal, ça va mieux maintenant d'un coup. Oui, très beaucoup mieux. Oui, très beaucoup mieux, comme tu dis, oui. Très beaucoup mieux. Merci. Je disais, est-ce qu'on commence par parler des masques ou est-ce qu'on commence à parler de ton projet de musée qui est assez insolite et que je trouve assez original ? On parle des masques ? On parle des masques comme si on s'en débarrasse. Allez, on parle des masques. Alors, les masques, au début, c'était, je vais dire un peu moins ce que je sens. Au début, j'avais l'impression que c'était plus un truc pour protéger d'un virus. Et puis, en fait, ces masques-là, ils étaient portés depuis très longtemps par les médecins, quand ils faisaient des opérations, par les infirmiers, quoi que ce soit. Et donc, au début, j'ai eu l'impression que c'était juste un élément de protection. Puis après, c'est devenu un support publicitaire, ce qui m'avait un peu choqué. Et après, c'est devenu un accessoire de mode. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter les masques concrètement ? Déjà oui, tu as absolument raison. Le masque, c'est un accessoire de protection essentiel pour le personnel soignant et médical. Ça, il n'y a pas, y a rien à dire là-dessus. Si ce n'est qu'ils n'en avaient pas, donc voilà. Seulement maintenant, on importe des masques de Chine par cargo entier. Alors bon, on cherche pas à comprendre. Heureusement que comme ça, le stock stratégique sera reconstitué au cas où. C'est vrai que... tu me permets, au cas où, je peux me permettre de glisser un mot ? Au cas où, sans vouloir être méchant, de ce que j'ai vu d'une part, comme un dimanche soir, à la fin, au résultat des élections, puisque j'ai vu de la passation des pouvoirs avec nos élus, au cas où, je crois qu'on est en train de se diriger, comme d'autres pays, vers un nouveau reconfinement, si ça continue, Là, franchement, alors justement, c'est pour ça que je pense que le stock stratégique, comme il l'appelle, est en train de reconstituer très vite. Parce que là, on va se prendre le deuxième effet qui se coule, comme on dit. Alors, moi, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Moi, j'imagine que ça peut se produire, évidemment. Il peut aussi y avoir, on va dire, des épidémies saisonnières, comme la grippe, etc. Exact. Et là, les masques seront toujours utiles. Alors effectivement, de masques chirurgicaux, on est passé aux masques en tissu parce que c'est tout ce qu'on pouvait faire puisqu'il n'y en avait plus d'autres et qu'on pouvait pas produire de FFP2 pour plein de raisons. Effectivement, c'est devenu un accessoire, on va dire pas de mode, mais les gens commencent à demander quelle couleur, quel motif. Il y a des entreprises qui font fabriquer des masques qui mettent leur logo dessus. Tu vois, c'est devenu un accessoire de com. Moi, ça me choque pas dans la mesure où si c'est un masque qui est censé protéger quelqu'un, ça me dérange pas. Peu importe. Du moment qu'il a un masque, moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange par contre, c'est que le masque soit importé de Chine ou d'ailleurs et pas fait en France. Voilà, parce que nous, les couturières de France, on est largement capables d'en produire. Et la filière textile s'est retrouvée avec des milliers de masques sur les bras, des centaines de milliers de masques sur les bras, parce qu'il n'y avait plus de commandes. Parce que l'État n'a pas fait de commande à la filière textile française après avoir fait des pieds et des mains pour qu'ils reprennent la production. Comment ça peut s'expliquer ? C'est le fait que là-bas ils sont moins chers ou c'est le fait que là-bas ils sont mieux faits ? Désolé pour la question. Non, sois pas désolé, on va se dire les choses franchement. Les masques chinois sont moins chers, ils sont à quelques centimes. Ils sont revendus à quelque chose comme vers 95 centimes en pharmacie. Il y a du tout, du n'importe quoi, du rien. Et là, on va arriver au musée des horreurs. T'as vu la transition de ouf ? Tout à fait. Juste un truc avant de parler du musée des horreurs, comme tu l'as défini, et je trouve assez honnête, assez franc, assez direct de penser à ce projet. Il y a des normes là-dedans. Parce qu'il y a eu une polémique à un moment donné. On avait l'impression qu'il y avait des normes, mais en fait, il n'y avait pas de normes. Mais il y avait des normes, ou plutôt, il y avait un cahier des charges, mais qu'on n'était pas obligé de le respecter. Enfin bon, à tel point qu'on est arrivé à apprendre qu'il y avait des masques avec du plastique à l'intérieur. Là, on était tous un peu perdus. Voilà. On était aussi perdus que toi. Non, vous êtes censé être... excuse-moi, vous êtes censé être vous sur le devant de la scène.
Alors, nous, personnellement, moi je sais que les couturières professionnelles respectent absolument tout ce qu'on leur demande, que ce soit des normes imposées, des recommandations. Nous, on veut pas mettre en danger la santé des gens. Donc, il faut qu'on utilise des tissus particuliers, des process particuliers, etc. Donc, la grande autorité de ces décisions-là, c'est la DGA, hein, la Direction Générale de l'Armement. Donc, si tu veux produire des masques, en fait, il faut que tu envoies des prototypes à la DGA pour homologation. Hein, ils font des tests, perméabilité, filtration, etc. Et ils te délivrent ou pas l'homologation. Oui, non, La excuse-moi. mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte Voilà, c'est la 1100 question que j'allais te balles. poser, oui. Ça coûte combien? Voilà, 1100 € et une petite couturière ne peut pas du tout se permettre cette homologation-là. Donc, d'où l'idée aussi en association de se regrouper pour pouvoir faire homologuer des tissus qu'on pourrait produire dans un collectif, si tu veux. Tout à fait. Comme ça, on paye une fois l'homologation et après, on peut se servir de ce qu'ils nous ont Oui, des accordé, modèles. des modèles, de produire avec des tissus adaptés et tout ça. Mais les normes, ça nous pose des problèmes de malade, quoi. Nous, on a des couturières qui se font contrôler par la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence et la Répression des fraudes. Elles se font contrôler comme ça, les mecs qui débarquent dans leur boutique en disant ouais, nous on veut voir vos masques, vous avez acheté le tissu où, on veut voir les factures, on veut voir comment c'est fait, on emporte des exemplaires pour analyse, machin. Et les filles, elles sont complètement paniquées parce qu'elles font les choses dans les règles, mais on leur crée des problèmes supplémentaires. Alors les normes, les homologations, tout ça, c'est un gros bordel, mais pour nous aussi. En fait, on nous a dit qu'on pouvait, mais qu'on pouvait pas, que c'était recommandé, mais que ça ne l'était pas. C'est toujours pas clair. Et le gouvernement qui a été renouvelé, je pense pas qu'il sera plus clair que le précédent. C'est un peu surprenant parce qu'on parle de santé. Déjà, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu me parles de DGA. Je vois pas le rapport avec les moi armées. non plus, je le vois pas le rapport. Mais c'est la délégation générale à l'armement. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était eux. Moi, au début, ce qui m'avait fait flipper un peu, je me disais parce qu'il va falloir produire des masques pour les militaires. Moi, c'est ça que j'ai pensé, en fait. Oui. Et j'ai pas été la seule. Et je sais pas pourquoi, mais je crois qu'à chaque fois que tu poses une question à un organisme d'État, t'as pas de réponse, donc j'en sais rien, vraiment. Je pédale dans la semoule, comme beaucoup de mes consoeurs, et voilà. On fait au mieux de ce qu'on peut avec ce qu'on a, et voilà. Oui, j'allais dire, ils étaient peut-être eux aussi perdus à pas savoir quoi faire, puisque bon, une fois c'était oui, une fois c'était non, on pouvait le porter, on n'avait pas à le porter. Ah ouais, mais on a eu tout, hein. On a eu, oui, alors les masques sont pas obligatoires, les masques servent à rien, les masques sont peut-être obligatoires, mais on n'est pas obligé de les porter. Maintenant, ils sont obligatoires. Voilà. Bon, alors, tu as décidé de créer, ou tu lances un projet, une idée, si tu veux même faire un appel, pour que les gens puissent t'envoyer des masques originaux qui sortent de l'ordinaire, qui pourraient faire un musée du bonheur. C'est le musée du bonheur, hein, c'est ça, non? C'est pas ça? C'est pas bonheur. Le musée des horreurs. Oui, c'est ça, B-O-N-H-E-U-R, bonheur. Oui, le musée des horreurs, c'est bien ce que je dis. Alors en fait, cette idée, c'était très rigolo parce qu'on s'est échangé pendant plusieurs mois des trucs horribles qui nous étaient fournis par les berries qu'on trouvait en pharmacie, etc. Et il y a une couturière du collectif que je salue au passage, Coucou Rachel, qui a eu l'idée en fait de faire des photos. Et on a fait un album photo comme ça, des plus moches et des plus tout pourris et inutiles qui protégeaient rien du tout. Non mais je t'assure. Et il y a et c'est vendu, hein, c'est produit et ça porte le nom de masque. Et en fait, ça te parle de normes et d'homologation qui n'existent pas parce que c'est pas possible d'homologuer des horreurs pareilles, quoi. Donc, bien sûr, on a bien rigolé, mais on s'est dit qu'on allait faire une action militante avec. Donc, j'ai demandé si des personnes accepteraient de m'en envoyer les horreurs qu'ils ont reçues. Et il y en a déjà quelques-unes qui l'ont fait et je les en remercie. Donc moi, je suis toujours preneuse des trucs super moches, il n'y a pas de problème. Alors que ça soit pas métable, pas respirable, le truc... ou alors c'est un truc en papier, en sopalin même, ils appellent ça des masques.
Oui, bah oui, pourquoi? Et puis donc voilà. Moi, je me Alors rappelle, actuellement, excuse-moi, Christy, moi je me rappelle qu'au tout début, il y a quelqu'un qui m'a dit tu prends du sopalin, tu mets comme du papier WC juste au milieu et tu le scotches et ça peut servir comme ça te protège de tes postillons, ça te protège de tes trucs, voilà. ouais, C'était le mais système après D au tu fais départ. ce que tu veux, hein. Oui. Tu fais ce que tu veux, mais si tu veux un minimum de garantie d'efficacité, faut pas faire ça, quoi. Donc, en fait, voilà. Alors, je disais que oui, je suis preneuse des masques les plus moches que l'on puisse trouver. Hein. Les couturières m'ont déjà fourni quelques exemples. Et on va faire un concours des plus moches. Et on va demander aux gens sur notre page Facebook de voter. Et à la clé, les gagnants auront des médailles. Médaille du masque le plus moche. Ah, moi j'aurais pensé que tu pouvais faire un masque d'or, ça aurait été rigolo. Mais on n'a pas les moyens, et puis il n'y a pas de pognon, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent magique. On va donner des médailles, c'est dans l'air du temps, on va donner des médailles aux masques les plus moches. Pourquoi? Logique. Attends, j'ai pas compris. Excuse-moi, explique-moi. Pourquoi tu dis les médailles c'est dans l'air du temps? Il faut que tu m'expliques là. Moi, j'ai pas compris, moi. T'as pas compris? Non. Ah bah écoute, les soignants, nos héros de la crise sanitaire, on leur a proposé des médailles que bien sûr dont ils ne veulent pas. Toutes les catégories de personnes qui ont été en première ligne, en deuxième ligne, il y en a tellement hein, qu'on ne peut plus tous les citer, mais bon, il y a les pompiers, les employés de libre-service, les livreurs, voilà, bon, toutes les personnes qui ont été là pour faire tourner le pays, hein, quand même, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui pouvait tourner sans eux. Leur proposer des médailles, c'est une insulte. C'est une insulte. Ça, de dire que oui, c'est ça un peu. On fait pas ça. Les primes, soi-disant les primes Covid qui seraient attribuées aux soignants, ces primes ne sont pas pour tous les soignants. Il y a des critères tellement dingues que la plupart d'entre eux ne peuvent pas bénéficier de cette prime. Enfin, c'est une grosse arnaque, quoi. À la fois les médailles, les primes et tout, c'est une grosse arnaque. Donc, ouais, nous, on va distribuer des médailles, hein, parce que voilà, c'est dans l'air du temps, on va faire ça. D'accord, Voilà. on va parler un peu d'actualité. Je vais te donner la réponse et après tu vas trouver la question. Enfin, la réponse est non. Quelle est la question? Est-ce que tu veux des médailles? Ça n'est pas la question. Bah, c'est non quand même. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interrogé, puisqu'on a le plaisir de se retrouver depuis un petit moment pour parler du collectif, pour voir l'évolution de Bas les Masques. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interrogé en me demandant, mais elle est encartée ou non? Et là, je sais que il vaut mieux avoir une position très claire là-dessus, parce que quand on donne son opinion maintenant, comme nous, on a notre chronique qui s'appelle Toute vérité est bonne à dire, on a l'impression que quand on parle, obligatoirement, on est politisé. Alors, est-ce que c'est ton cas? Alors, juste pour comprendre ce que tu me dis, encarter, ça veut dire avoir une carte d'un parti, c'est ça? Totalement, complètement, oui. Voilà. D'accord, parce que c'est un vieux mot en fait. Moi, mon grand-père, il l'utilisait. Alors non, ni moi, ni aucune des couturières que je connais ne sommes encartées. Nous ne faisons partie d'aucun parti ou mouvement politique. Nous n'avons pas d'affinité particulière avec aucun mouvement politique. Mais je crois qu'on t'a posé cette question comme on me l'a posée à moi parce que nous avons fait appel à une députée. Oui, c'est une députée. Est-ce que c'est pour ça? Écoute, on me l'a posé d'abord dans un premier temps, après on me l'a posé quand cette députée, a présenté à l'Assemblée nationale le dossier sur lequel vous aviez travaillé. Moi, c'est une députée, je suis démocrate, et que ça soit quelque parti que ce soit, ok. Il y a eu un vote qui s'est déroulé dimanche dernier. Les Français ont voté, ils se sont beaucoup abstenus. C'est aussi une manière d'exprimer son opinion que de s'abstenir ou de voter blanc. Voilà. Donc que la députée, elle soit d'un côté, de l'autre ou quoi que ce soit, c'est peu important. Moi, ce qui était important, c'est est-ce que votre démarche, elle est saine, elle est pure. C'est vraiment la défense d'un métier, la défense de gens qui ont travaillé et qui n'ont pas été remerciés à leur juste valeur. En fait, oui, c'est exactement ça, si tu veux. Nous, on n'a pas de syndicat, les couturières. On n'a pas de syndicat. On n'a personne qui nous représente. On n'a pas de parti politique, évidemment. D'accord, voilà. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, on a essayé de contacter énormément d'élus. Alors, tous bords confondus, parce que nous, notre problème, c'est un problème professionnel. Donc, on a évidemment essayé de contacter des personnes qui
qui étaient susceptibles de nous aider. Alors, on parlera même plus de Marlène Schiappa qui avait bien autre chose à faire que de s'occuper de l'égalité des femmes et des hommes, hein, on est bien d'accord. On a contacté, je ne sais combien, je sais plus les chiffres, mais presque toute l'Assemblée nationale. Hein. Et eh bien, on en a eu une seule qui nous a répondu, qui s'est intéressée à notre situation, à qui on a bien entendu fourni les données qu'on avait pu récolter parmi nos couturières pour expliquer notre problème, pour essayer de faire comprendre que ce n'était pas normal et de voir si on pouvait faire quelque chose pour faire rentrer les choses dans l'ordre un petit peu. Et ça a été fait à l'Assemblée nationale, effectivement. Hein, donc c'est Daniel Obono qui a apporté notre dossier, question orale au gouvernement. La réponse orale du gouvernement était complètement à côté de la plaque, ça n'étonnera personne. Et c'est une personne avec qui on continue d'échanger dans la mesure où elle est très engagée du point de vue des femmes surtout. Et du point de vue des travailleurs, c'est évident. Donc nous, femmes travailleuses non rémunérées, c'est quelque chose qui lui parle. D'accord. Et on a trouvé l'interlocutrice qui nous écoutait et qui nous soutenait. Alors à part ça, encartage, pas encartage, je veux dire, ça n'a aucun rapport en fait. D'accord. Dis-moi, il paraît que tu veux aller la prendre dans 5 jours ? La Bastille ? Bah oui. Bah oui, évidemment. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas, comment dire, à l'antenne au moment où on a démarré, qu'elle nous a chanté « Ah ça ira, ça ira, ça ira ». Alors, justement... Ça s'arrête à la lanterne. Exactement. Alors, le 14 juillet... Oui. Tu as prévu quelque chose ? Bah oui, j'ai prévu de descendre dans la rue avec mes consoeurs et une grande partie du peuple français, oui, comme en 1789. Parce que le peuple a faim, parce que le peuple est excédé des privilèges, parce que le peuple n'est pas écouté. Et voilà, et c'est le jour où jamais de se manifester. Ça, c'est clair que c'est un symbole très fort. Bon, je dis pas qu'on va mettre Paris à feu et à sang. J'espère que non, bien entendu. Vous aurez du mal à retrouver la Bastille, je peux vous le dire. Pardon ? Vous aurez du mal à retrouver la Bastille, je crois qu'ils l'ont détruit. Oui, mais il reste une place, ça va, il y aura de la place pour du monde. C'est malin, ça, c'est intelligent. On veut surtout pas qu'il y ait d'ennuis et d'incidents, mais c'est un message fort que le peuple descende dans la rue. C'est le seul moyen qu'on a de se faire entendre. Plus personne ne nous écoute, plus personne ne prend en considération nos difficultés. On est complètement mis de côté au profit du profit, quoi. Voilà, pour résumer, ça n'étonnera personne que depuis l'élection du président actuel, c'est pire qu'avant, quoi. Donc, ouais, on va prendre la Bastille le 14 juillet. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu penses, parce que c'est vrai que tu parles de couturière, et là-dessus tu parles de ce qui s'est passé par le passé, mais tu parles aussi de ce qui pourrait se passer demain. Je pense en particulier, par exemple, à la Coupe du Monde de rugby 2023, je pense aux Jeux Olympiques 2024, à tous ces événements qui font appel à 99% de bénévoles. Je me rappelle d'un événement qu'on avait eu à Lyon avec une piste de ski, il y a environ une quinzaine d'années, et où l'organisateur se gaussait d'avoir 99% de bénévoles. Est-ce que ça ne risque pas d'aller beaucoup plus loin, toute ta dynamique, toute ta démarche, pour dire que, quels que soient les métiers, à un moment donné, la reconnaissance, c'est quand même une reconnaissance sonnante et trébuchante. Ah ben bien sûr, mais il n'y a pas que notre métier qui est impacté, hein. Bien entendu, je te parle de nous, parce que voilà. Tout à fait, oui. Mais non, il y a énormément de métiers qui sont impactés, mais faut bien se rendre compte que maintenant, le bénévolat, c'est devenu la norme, hein. Il y en a un qui nous a dit qu'il n'y a pas d'argent magique, hein. Donc il y a de l'argent pour les actionnaires du CAC 40, mais il n'y a pas d'argent pour payer les gens. Donc ça, c'est un peu un souci. Oui. Maintenant, les grands événements dont tu parles, je suis même pas sûre qu'ils auront lieu. Très honnêtement, parce qu'il n'y a aucune visibilité là tout de suite. Si toutefois il y a des bénévoles, mais qui souhaitent le faire vraiment bénévolement et pas à défaut d'être employés, mais qu'ils le fassent. C'est super d'être bénévole, de donner son temps pour les autres, c'est génial. Mais il faut bien faire attention à ne pas se faire manipuler et abuser. Et c'est ce qui se passe là quand même. Le bénévolat est devenu la norme. Voilà. Oui. Ça se défend comme idée, mais un bénévole peut prendre la place d'un salarié aussi. Et ça peut être très très gênant et problématique dans le contexte qu'on va avoir pour la reprise, quoi.
Ah ben s'il y a un autre contexte de pandémie, là je pense que les couturières qui ont participé à l'effort de guerre de cette année, je pense ils vont réfléchir à 2 fois avant de le refaire. Ah oui, mais alors là, on va se retrouver dans une situation un peu originale. Ah bah original non, si tu réquisitionnes les usines de la filière textile et que t'embauches des gens, ça sera pas original, ça sera normal. Donc la réponse était très bien faite. Ça voudra dire que là, les gens, enfin nos élus ou ceux qui décident entre guillemets, seront mis devant le fait accompli. Ils n'auront pas le choix. Il faudra qu'ils décident cette fois-ci à agir un peu plus intelligemment. On leur laissera pas le choix. Parfait. Bah écoute, moi je voulais te remercier parce que d'une part on a parlé du collectif, les masques c'est important, mais on a vu aussi que derrière la porte-parole du collectif et la cofondatrice, il y avait aussi une personne qui savait parler normalement, qui savait ne pas être tout le temps vindicative et qui avait aussi de la culture. Alors ne m'en veux pas, mais je trouve que c'est très sympa et puis ça montre une image complètement différente de ce qu'on pourrait voir de toi. Ah mais c'est bien gentil de ta part. Je transmettrai à nos membres qui doivent nous écouter, mais c'est surtout elles et eux je porte leur parole en fait. Oui, c'est important. C'est eux. Alors moi je voulais, tu as parlé Rachel tout à l'heure, c'est ça ? Oui. Donc je voulais faire un petit coucou à Rachel, puis moi personnellement je voulais faire aussi un petit coucou à Patricia, qui est créatrice de mode, à Cannes, qui a travaillé aussi pour faire des masques et qui s'est retrouvée dans une situation aussi assez originale et insolite. C'est-à-dire que il y a un mot de 5 lettres qu'on n'a pas su lui dire. Ça commence par un M, ça finit par un I et ça s'écrit MERCI. On n'a pas su lui dire merci. Et puis voilà. Donc je trouve que non, cette implication, je ne vais pas dire ce combat parce que le mot combat est peut-être un peu connotation négative, mais cette implication, ce fait de dire voilà ce qu'on a fait, soyons factuels. C'est important. Okay. Moi, je me rappelle d'une ancienne cliente qui me disait Alain, sois factuel, tu ne commettras jamais d'impair. Et là, on est factuel dans tout ce que tu as expliqué. Tout est sourcé. Je veux dire, ça part pas de mon imagination ou de délire collectif. Je veux dire, non, tout est sourcé, tout est acté. On a des preuves, tout. Je veux dire, voilà. Pour en finir, moi, j'ai un petit problème, moi, quand même. Ah bon ? Oui, comment je fais pour te retrouver ? Alors, je me cache. Jamais perdu, jamais perdu, Alain. Je ne perds pas l'heure. Non, mais je me cache parce que je veux pas qu'on me retrouve. Tu te rends compte, je suis une militante en ce moment, je suis en danger. Non. Alors, on peut nous retrouver sur Facebook, bien entendu, donc la page Ballet Masque France. On peut nous retrouver sur Twitter, @BaléMasque. On peut nous retrouver sur YouTube. Et oui, on a une toute petite chaîne YouTube avec 28 abonnés. Et donc, c'est la chaîne collective Ballet Masque France. Et sinon, les gens tapent sur Google Ballet Masque couturière. Ils vont voir un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on demande. Voilà. Et voilà. Ouais, juste un truc qui est important, moi au début, en fait il y a un autre groupe qui s'appelle Ballet Masque, c'est ça ? Il faut faire attention à ne pas se tromper. Exactement. Oui, ce sont les soignants. D'accord. Les masques soignants. On est en étroite collaboration avec eux, notamment parce que ils ont bien raison de manifester. Ils ont bien raison parce que ce qu'ils demandent est tout à fait normal, mais ça n'est pas écouté ni obtenu. On leur fait des Ségur, des consultations, des machins, et ça donne rien. Donc bien sûr qu'on est à leur côté, comme on l'a toujours été depuis le début. Et si vous tapez Ballet Masque, vous tomberez peut-être sur eux, mais si vous mettez couturière après, vous tomberez sur nous. D'accord. Christy, dis-moi, est-ce que je peux te proposer un truc un peu insolite pour clôturer l'émission ? Oh, mais je m'attends à tout, là. Christophe, dis-moi ce que tu vois devant. Je vous rappelle que je suis en direct de Chana, à côté d'Aix-les-Bains, à Rivière-des-Alpes. Dis-moi ce que tu vois là, Christophe. Parce que je suis avec Christophe du Douni et du Relais Gourmand. Qu'est-ce que tu vois devant toi ? Je te vois toi. Ça, c'est intelligent, ça. Je vois le canal, je préfère voir le canal. Il y a des bateaux ? Il y a des bateaux, il y en a un juste devant moi. C'est un vrai bonheur, hein ? Ah oui, on est pas mal ici. Tu viens nous rejoindre, Christy ? J'aimerais beaucoup, mais tu sais, la prise de la Bastille, ça se prépare.
tout ça, j'ai du travail. Et puis vous avez de la chance à Paris. Allez, on finit là-dessus, juste sur un petit clin d'œil humoristique. Vous allez avoir un feu d'artifice. Bon, vous n'avez pas le droit d'y aller, mais vous allez avoir un feu d'artifice, vous. Vous avez de la chance. Hein. Oh, bah oui, on va peut-être même le provoquer, le feu d'artifice, tu sais pas. Hein. Ouais. Plein de bonnes choses à En tout toi, cas, Christine. Oui. Ce serait avec plaisir vraiment d'être avec vous sur le bateau et sur le canal, mais malheureusement, mes obligations. Alors au premier abord, on va être très sérieux ce soir puisque on ne va pas être sur le bateau ce soir. On va juste retrouver Christophe vers 19h, 19h15 pour parler du programme des réjouissances du Doni. Alors c'est le Doni ou c'est le Nidou? Moi je me rappelle jamais. Ça fait combien de fois que tu viens déjà? Il va me le faire à chaque fois. il y en a, il m'appelle, il me dit oui bonjour, le petit nid d'amour. Je dis oui, c'est ça. Voilà, donc on se retrouve à 19h15 en direct sur Direct Angers de Radio Insolite pour vous donner le programme des réjouissances tous les jeudis soirs jusqu'au 26 août je crois, et puis pour vous permettre de profiter de ce cadre mirifique, merveilleux, fantastique. Christy, plein de bonnes choses, rendez-vous Merci beaucoup. on se retrouve dans 15 jours hein, comme d'habitude, hein, on change pas le rythme, hein. D'accord? Bah oui, on a des rendez-vous réguliers, alors je te raconterai la prise de la Bastille. Ouais. Alors attention, cette fois-ci tu vois que je vais pas me planter, tout va bien, tout marche du feu de Dieu. Je vais souhaiter un au revoir aux auditeurs et je vais quand même rester en liaison avec Christy puisque je peux toujours la garder. Allez, on reprend le programme musical de Direct.